Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une question vraiment importante. Pourquoi est-ce que certains enfants ont tant de mal à apprendre à lire? Et surtout, comment on peut les aider au mieux? C'est un sujet essentiel qui nous concerne finalement tous, que l'on soit parents, enseignants ou simplement citoyens. Voilà, c'est la grande question qu'on va explorer ensemble. Pour y répondre, on va d'abord apprendre à repérer les signes, puis on va plonger dans la mécanique fascinante du cerveau en pleine lecture. On verra aussi les différentes causes possibles, et bien sûr, on terminera sur les stratégies les plus efficaces pour agir. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape, c'est de savoir comment on identifie un élève qui a des difficultés. Et attention, ça va bien au-delà du simple fait de faire quelques fautes de temps en temps. Les signes sont souvent plus profonds. Alors concrètement, un enfant en difficulté de lecture, ce n'est pas juste un enfant qui fait des erreurs. C'est un enfant qui en fait plus que les autres et surtout dans les erreurs s'accrochent, elles persistent, même quand on le corrige. On remarque aussi qu'il reste bloqué sur le déchiffrage, lettre par lettre, sans vraiment accéder au sens de ce qu'il lit. Et forcément, face à cette montagne, il peut devenir passif, se décourager et parfois même développer des troubles du comportement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut classer ces erreurs en 4 grandes catégories. Il y a les substitutions, l'enfant lit un mot à la place d'un autre. On a les inversions, un grand classique, comme la confusion entre des lettres qui se ressemblent, le B et le P par exemple. Et puis il y a les ajouts ou les omissions, où l'enfant va carrément inventer des mots ou au contraire en sauter. Savoir reconnaître ces erreurs, c'est déjà un premier pas pour comprendre où ça coince. Ok, on sait maintenant repérer les symptômes. Mais pour vraiment comprendre d'où vient le problème, il faut jeter un œil sous le capot. Comment notre cerveau s'y prend-il pour transformer de simples signes noirs sur une page blanche en idées, en histoires? Eh bien, il s'avère qu'il a en gros 2 grandes autoroutes pour y arriver. Et voici ces 2 fameuses autoroutes. La première, c'est la voie analytique, qu'on pourrait appeler la voie du déchiffrage. C'est la voie lente, celle qu'on emprunte pour un mot qu'on n'a jamais vu. Et la deuxième, c'est la voie lexicale, l'autoroute express. C'est la reconnaissance immédiate des mots qu'on connaît déjà. Et toute la magie d'un bon lecteur, c'est de savoir jongler entre les deux sans même s'en rendre compte. Alors, comment ça marche cette voie analytique? C'est un peu comme un travail de détective en 3 étapes. D'abord, l'œil voit les lettres, les graphèmes. Ensuite, le cerveau fait le pont, il associe chaque lettre à un son, un phonème. Et enfin, dernière étape, il fusionne tous ces sons pour reconstituer le mot à l'oral. C'est un processus fondamental, surtout au tout début de l'apprentissage. Et l'autre voie, la voie lexicale, imaginez-la comme une sorte de dictionnaire mental ultra rapide. À chaque fois qu'on croise un mot, notre cerveau enregistre sa photo, son son et son sens. Du coup, la fois d'après, plus besoin de déchiffrer. La reconnaissance est instantanée. C'est cette voie qui nous permet d'avoir une lecture vraiment fluide. Mais alors, si la mécanique est si bien faite, qu'est-ce qui peut bien la gripper? Eh bien, c'est là que ça se complique un peu. Parce qu'en fait, il y a rarement une seule et unique cause. Les origines sont le plus souvent multiples et variées. On peut regrouper ces causes en 3 grandes familles. D'abord, et c'est la part la plus importante, on a les facteurs environnementaux. Viennent ensuite les facteurs cognitifs qui sont liés directement au fonctionnement du cerveau, et enfin les facteurs sensoriels. Et ce qui est super important de retenir, c'est que bien souvent, ces causes ne viennent pas seules, elles s'additionnent. Allez, on commence par la plus grosse part du gâteau, les origines environnementales. Oui, le contexte dans lequel un enfant grandit joue un rôle absolument déterminant dans sa capacité à apprendre à lire. Imaginez un enfant qui grandit dans un milieu où on lit peu, où le vocabulaire est assez limité, où les livres sont rares. Pour lui, chaque nouveau mot rencontré à l'école est une double peine. Il doit à la fois le déchiffrer et en plus en découvrir le sens. C'est précisément là que l'école a une mission capitale pour essayer de combler ces écarts. Passons maintenant à une autre catégorie de causes, celles qui sont d'ordre sensoriel. Parfois, le problème est tout simplement physique, mais il peut passer complètement inaperçu pendant des années et créer une sorte de barrière invisible à la lecture. D'un côté, l'audition. Un tout petit problème d'audition, même léger, peut empêcher un enfant de bien faire la différence entre des sons proches, ce qui est la base même du déchiffrage. Et de l'autre côté, évidemment, il y a la vue. Un petit astigmatisme, par exemple, peut rendre la lecture inconfortable, fatigante, et forcément, quand une activité est pénible, on a tendance à l'éviter. Et on arrive à la 3e grande famille de causes, les origines cognitives. Là, on touche vraiment au fonctionnement du cerveau lui-même, et ça peut inclure des troubles spécifiques de l'apprentissage, dont le plus connu est bien sûr la dyslexie. Ici, on parle de signes qui sont souvent plus profonds. Par exemple, une difficulté vraiment tenace à identifier les mots, ce qui est une des caractéristiques majeures de la dyslexie.
On peut aussi observer une tendance à déformer les mots en les lisant ou même une incapacité à répéter un mot correctement. Ce sont de vrais signaux d'alerte qui méritent une attention toute particulière. Ok, le constat est là. Mais la vraie question, la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, face à tous ces défis, la stratégie la plus puissante, ce n'est pas de réparer après coup, mais bien de prévenir, d'agir le plus tôt possible pour que les difficultés n'aient même pas le temps de s'installer. Tout, ou en tout cas une très grande partie, se joue ici. Les années de maternelle et la première année du primaire. C'est une fenêtre d'opportunité absolument cruciale. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut poser des fondations solides pour que la lecture devienne un plaisir et jamais un fardeau. Et bien sûr, l'enseignant est en première ligne. Son rôle est fondamental. D'abord, repérer au plus vite les enfants qui semblent fragiles. Ensuite, proposer à toute la classe des activités pour développer les compétences orales. Et enfin, travailler cette fameuse conscience phonologique, la capacité à entendre, à manipuler, à jouer avec les sons de la langue. Et franchement, si on devait retenir qu'une seule et unique idée de tout ça, ce serait celle-ci. Cette citation le dit parfaitement. Un travail spécifique sur l'oral doit donc être au centre des préoccupations des maîtres et maîtresses. C'est vraiment la pierre angulaire de tout. Mais au fond, pourquoi l'oral est-il si important? Pourquoi est-ce la clé? Eh bien, c'est assez simple. Un enfant qui arrive en CP avec un vocabulaire riche et qui maîtrise déjà des phrases un peu complexes à l'oral, il n'a plus qu'une seule chose à faire en apprenant à lire, décoder la forme écrite de mots qu'il connaît déjà par cœur. D'un coup, la tâche devient beaucoup plus simple. On termine donc avec cette question qui s'adresse à nous tous. Parce que comprendre les rouages, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Que ce soit à la maison ou à l'école, on a tous un rôle à jouer pour préparer ce formidable voyage qu'est la lecture. Un voyage qui commence bien avant même d'ouvrir le premier livre.